Isabelle Bourboulon est journaliste, elle est journaliste d'investigation. J'ai lu ce livre d'une traite et avec beaucoup de bonheur parce qu'il est clair et il est limpide et il donne plein d'explications sur le monde du travail. Et le grand atout de ce livre, c'est que c'est un travail du terrain, sur le terrain. Elle est allée chercher les interlocuteurs dans les entreprises privées et publiques, et aussi bien du côté des dirigeants d'entreprise que du côté des salariés. Frédéric Lordon parle de la financiarisation de la société. Et c'est cette financiarisation qui est en fait à l'origine, d'après vos recherches, des nouvelles méthodes de management. L'entreprise pourtant, à l'embauche, elle promet le bonheur. J'ai appelé cette séance d'ailleurs quand le management promet le bonheur. Elle promet le bonheur, la réalisation de soi, elle vous parle d'autonomie à l'intérieur de l'entreprise, elle vous parle de créativité, vous pouvez vous déployer, vous réaliser pleinement. Et en fait, ce qui intéresse l'entreprise, c'est tout de même le résultat chiffré de votre travail. Voilà. Et donc ce livre est le résultat de cette enquête que j'ai menée pendant 1 an. Et je l'ai construit de la façon suivante. D'abord, il y a 2 grandes parties. Une première partie qui est carrément à charge, je ne m'en cache pas. Je décris vraiment les méthodes de management et ce que j'appelle moi la crise du travail, parce que je trouve qu'il s'agit vraiment d'une crise du travail aujourd'hui. Et puis la deuxième partie, par contre, est consacrée aux réponses. Quelles sont les réponses apportées par les différents acteurs, que ce soit les chercheurs, les syndicalistes, les salariés, les entreprises, à cette crise du travail. Et le livre est construit de la façon suivante. J'ai alterné des contributions un peu théoriques avec des témoignages de salariés particulièrement. Pour les témoignages, je dois préciser tout de suite que je n'ai pas du tout joué sur la fibre victimaire. Je n'ai pas cherché des victimes. Il y en a évidemment, bien entendu. Il y a beaucoup de gens qui souffrent au travail. Mais j'ai cherché plutôt à rencontrer des salariés qui avaient une analyse très consciente et très lucide de leur situation. Je vous donne quelques chiffres. C'est une étude Sofres. 42,7% de salariés du privé et à peine 30% des fonctionnaires déclarent avoir confiance dans les dirigeants de leur entreprise ou de leur administration. 61% estiment que dans leur entreprise ou leur administration, les intérêts des dirigeants et des salariés ne vont pas dans le même sens et que les écarts de salaire ne sont pas du tout justifiés. Pour plus de la moitié des salariés interrogés, les notions de libéralisme, profit, capitalisme et mondialisation sont négatives. 64% jugent que les licenciements dans les entreprises qui font des bénéfices sont inacceptables. Voilà. C'est pour donner un petit peu un état d'opinion. Ce sont des choses qu'on sait, mais on ne se rend pas compte que c'est aussi massif. La résistance, elle existe. Moi, je suis tout à fait persuadée, après 1 an d'enquête, qu'il y a une résistance massive des salariés, mais qu'elle est strictement individuelle, car les collectifs ont explosé, et pour cause. Il y a eu un acharnement systématique contre les collectifs de travail. Et donc, mais la résistance existe. Le mécontentement, il est là, et la résistance existe. Et elle se manifeste d'une manière ou d'une autre. Elle se manifeste d'une manière extrêmement grave quand il s'agit d'un suicide. Je ne peux pas faire autrement que de faire état d'un mail que j'ai reçu dans la voiture, dans les embouteillages tout à l'heure, et qui dit ceci. Suicide d'un inspecteur du travail, c'est le 2e en quelques mois. Romain Lecoustre, inspecteur du travail à Arras, s'est suicidé hier, c'est daté du 18 janvier. Je vous laisse imaginer, je ne sais pas si vous-même vous avez dans votre entourage vécu ça, mais comment une équipe de travail dont un collègue se suicide peut être dans une attitude de sidération devant ces phénomènes de mort au travail. C'est quelque chose de... Enfin, je veux dire, c'est difficilement compréhensible et acceptable. Alors on cherche des explications et effectivement les directions d'entreprise ont beau jeu de faire état de fragilité personnelle. Bon, c'est vrai, probablement. Je veux dire, il y a toujours plusieurs facteurs qui se combinent. Il n'y a pas uniquement la souffrance au travail. Il ne faut pas non plus être trop caricatural. Mais cela dit, quand quelqu'un se suicide sur son lieu de travail, en particulier, il y a un véritable message. Christophe Dejour, par exemple, le psychiatre, dit que les suicides sont toujours adressés. Ils portent un message. Pourquoi est-ce qu'on en est arrivé là? Qu'est-ce qui a changé? Et pourquoi est-ce qu'il y a crise du travail en France? Bon. Le management, ça n'est pas nouveau. Le management, il a émergé au 19e siècle.
avec le taylorisme. Hein. Vous connaissez le taylorisme, c'est l'organisation scientifique du travail. On élimine tous les gestes inutiles pour arriver à la productivité maximum. Et en gros, jusqu'aux années 70, on a eu donc le taylorisme et puis le règne du chronomètre. Hein. On était chronométrés, tous les temps étaient chronométrés. Et d'ailleurs, les chronométreurs étaient appelés par les ouvriers les serpillères à sueur ou les buveurs de sang. Hein. Il y avait des noms comme ça. Là où ça commence à changer, c'est le tournant des années 80. En gros, c'est ce qu'on appelle la période Reagan-Thatcher. Hein. On est vraiment passé à partir de ce moment-là de l'emploi utilité sociale, comme ça l'était autrefois, à l'emploi variable d'ajustement. On arrive au XXe siècle avec, en gros, maintenant l'hégémonie du marché. Donc, le marché total, le marché intégral et l'économie, et depuis les années 2000, l'économie financière qui s'est substituée à l'économie industrielle. Donc là, on est vraiment entré dans la période où les marchés financiers, l'influence des marchés financiers sur l'économie actuelle est absolument déterminante et d'après mon enquête, enfin d'après mon travail, elle surdétermine également les pratiques de management. Toute la stratégie de l'entreprise est orientée vers les actionnaires et le cours de l'action. C'est le management par la valeur financière de l'entreprise. Et donc le marché est devenu une façon de penser le management, notamment la gestion des ressources humaines. C'est flexibilité, réactivité, souplesse, productivité, réduction des coûts, etc., etc. Donc, tout est orienté vers le marché. Le travail comme lieu de socialisation, je trouve que c'est important à retenir parce que ça explique aussi pourquoi on en souffre. C'est qu'on en attend beaucoup. On en attend beaucoup. Quand je parle de socialisation, ça se comprend. En fait, c'est un lieu absolument de reconnaissance, d'estime de soi. Les psychologues expliquent ça très très bien. Hein. Moi, je ne suis pas psycho, donc, mais il est vrai que le travail est une part très importante de la vie. C'est une part de la société absolument importante et déterminante. Aujourd'hui, de plus en plus, et en particulier chez les jeunes, la fameuse génération Y, on souhaite que le travail prenne moins de place. On veut que la vie privée soit protégée plus que ce qu'elle était auparavant. L'impact du travail sur la santé psychique et sur le corps et physique, ça va vraiment du stress au harcèlement, à la perte d'estime de soi, à la paranoïa. Il y a comme ça tout un tableau clinique évolutif de tous les stades de souffrance au travail qui ont été très bien repérés par les psychiatres et les psychologues et qui sont relativement courants. Même si on ne le voit pas forcément, la souffrance au travail, c'est une réalité. Les gens sont malheureux dans le travail et souffrent. Les suicides, c'est évidemment le stade ultime. On en a parlé surtout à partir de 2005, chez Renault, chez France Télécom. Aujourd'hui, La Poste, Pôle emploi, l'ONF, je ne sais pas si vous saviez, mais à l'Office national des forêts, il y a eu 26 suicides depuis 2005. Rien que depuis l'été, 6 suicides. À partir d'une réorganisation totale du métier depuis 2002. Le secteur public est touché exactement de la même manière. Il y a toute son origine d'ailleurs, l'origine des méthodes de travail, de management appliquées à l'administration, on dit que ça date à peu près ça s'appelle le New Public Management, ça vient d'Angleterre, de l'époque Thatcher, des années 70, et c'était tout simplement d'un discours qui d'ailleurs est assez logique, qui est que pourquoi ne pas appliquer à l'administration des méthodes quantitatives, d'objectifs, de résultats, qui sont donc aujourd'hui, c'est partout, hein, c'est à l'hôpital, c'est à l'éducation nationale, tout le monde est évalué, tout le monde est quantifié, et il n'y a plus beaucoup de secteurs qui échappent. Hein. Je ne sais pas si dans vos activités c'est le cas, mais maintenant c'est la mesure, la quantification, tout le monde doit être... et c'est ce que certains appellent la quantophrénie, la maladie de la mesure. Ce qui n'est pas mesurable n'existe pas en gros. Hein. Les ministres sont évalués, les policiers, les magistrats, tout le monde est évalué aujourd'hui, tout le monde est quantifié. Et que la souffrance vient du fait qu'on ne peut plus bien travailler. C'est que la pression est telle, les injonctions sont tellement paradoxales. On vous dit à la fois, débrouillez-vous, faites comme vous voulez, autonomisez-vous, responsabilisez-vous, travaillez en équipe. Et en même temps, on vous met des contraintes sur le dos qui font que tout ça est complètement paradoxal. Et donc les gens, pour s'en sortir, ils n'y arrivent plus, quoi. Ils n'y arrivent plus, la pression est trop forte. Et donc c'est ça. C'est comment faire pour quand même, malgré tout, bien travailler. Le travail, c'est ce qu'on y met. C'est sa subjectivité.
c'est sa réalisation personnelle, c'est ce qu'on peut échanger, améliorer avec les bonnes pratiques, avec l'équipe, les collègues, en échangeant, etc. C'est ça le travail. Les chercheurs s'interrogent beaucoup. Moi, tous ceux que j'ai rencontrés se mettent en question, véritablement. On calcule qu'il y a actuellement environ 4000 chercheurs, psychologues, psychiatres, qui sont maintenant stipendiés par les entreprises pour soigner les salariés qui souffrent au travail. Ça veut dire que la profession commence à se dire, mince, est-ce que c'est notre rôle que d'être payé par les boîtes pour soigner le stress, le harcèlement, prévenir les suicides, etc. Les phénomènes de souffrance au travail, c'est quand même quelque chose qui interpelle au niveau du vécu, comme on dit, hein, y compris les syndicats, qui ont été un peu bousculés par ces situations, et qui ont maintenant mis en place, je sais par exemple la CGT a fait ça chez Renault, ils ont lancé en fait ils repartent à la conquête du collectif. Ils essayent de retrouver, de reformer des collectifs de travail en partant de la base véritablement. Ils se sont rendus compte qu'ils s'étaient quand même éloignés pas mal des réalités de terrain. Et donc ils ont lancé, chez Renault, la CGT a lancé une recherche-action très importante, hein, de longue durée, encadrée par des chercheurs, pour repartir justement, questionner les salariés sur le travail. Un mot simplement pour l'altermanagement, effectivement, la HEC, qui est quand même le temple de libéralisme, enfin de ce qu'on apprend en tout cas du management libéral traditionnel, il y a une enseignante qui a créé une formation sur l'altermanagement autour de justement, c'est intéressant parce que dans sa formation, elle développe l'esprit critique des étudiants. Et elle essaye de faire en sorte que les gens que ses élèves, ses étudiants reprennent du champ par rapport à la réalité économique et développent leur esprit critique. Donc c'est tout autour de ça, notamment en analysant la mondialisation, elle a créé des partenariats avec des ONG dans les pays du Sud pour essayer de montrer un petit peu les rapports entre le Nord et le Sud. Enfin, il y a tout un programme qui est intéressant autour de justement comment faire autrement, comment manager autrement les entreprises. Il faut savoir que la part du non-marchand, en général, en France, en tout cas, progresse. L'économie sociale et solidaire embauche, crée des emplois, plus proportionnellement que l'économie marchande classique. L'économie sociale et solidaire, alors tout n'est pas parfait, bien entendu, mais fonctionne sur des principes démocratiques à l'homme une voix. Je vous résume en 3 points, à mon avis, ce qui caractérise les évolutions managériales aujourd'hui. La financiarisation de l'économie, je vous l'ai dit, c'est surdéterminant, d'après moi. Hein. C'est vraiment la captation de la valeur produite par le travail au profit des actionnaires, donc du capital. La crise de confiance entre dirigeants et salariés, hein, tous ces scandales autour des stock options, des retraites chapeaux, des types qui partent alors que leur boîte se casse la gueule avec des milliards de retraites, et des millions d'euros, disons, de bonus et autres, des traders, tout ça, vraiment les gens, ils ne supportent plus, ras-le-bol, c'est tellement scandaleux. Donc là, il y a une crise de confiance, elle est réelle. L'individualisation, j'en ai peut-être pas assez parlé, mais c'est important, l'individualisation de la gestion du personnel et de l'évaluation des compétences, ça c'est très important aussi. À mon avis, c'est la 3e grande évolution du management. Et puis la 4e, j'en ai pas parlé, mais elle est évidente, c'est toute l'instantanéité qui a été induite par Internet et par les outils informatiques. Ça, on est en flux tendu maintenant. Hein. On est à un tournant et je pense que le fait que tout ça rentre dans le débat public de plus en plus pourrait quand même, j'espère en tout cas, faire évoluer la situation. Est-ce que dans le monde, on a exactement les mêmes problèmes qu'on peut avoir en France? L'augmentation de la productivité et de la rentabilité dans les entreprises, c'est un phénomène qui est mondial, avec la mondialisation, avec la concurrence, l'ouverture à la concurrence, il est mondial. Donc ça, de toute façon, c'est un phénomène macroéconomique qui est une donnée qui est fondamentale et qui fait que des problèmes de ce point de vue se posent partout. Maintenant, ce qu'on appelle nous en France la souffrance au travail, c'est vrai que c'est une spécificité. Chez les anglo-saxons, ils sont beaucoup plus sur pragmatique, ça veut dire le salaire à la fin du mois, la routine, il n'y a pas cet investissement affectif qu'on a chez nous dans le travail, qui est très très fort en France. Je n'ai jamais entendu le
moi, mes parents se plaignent, ou mes parents, mes amis se plaignent. Et je me dis, voilà, et aujourd'hui, on travaille beaucoup moins, et on accorde plus de temps au plaisir et au loisir, voilà. Et pourquoi une telle souffrance? Je me pose cette question en termes de temps de travail. Hein, vous voyez, pourquoi on pense qu'on travaille trop, pourquoi, voilà. Avant, on avait une utilité sociale, je l'ai dit tout à l'heure aussi. Oui. On avait l'impression de participer quand même à un progrès, que ce soit technique, bon, scientifique ou autre. On sentait qu'on avait une utilité sociale. Aujourd'hui, on ne sait plus très bien pourquoi on travaille. À part évidemment le chèque à la fin du mois. Mais c'est beaucoup plus en termes de perte de sens, plus d'utilité sociale, rupture des collectifs. Oui. Attention, hein, il y avait des collectifs forts. Parce que ces générations se sont Voilà. battues. Et vous savez que dans les usines, on les a matraqués systématiquement. Est-ce qu'il y a une étude qui compare un petit peu les réactions de gens comme moi et de gens beaucoup plus jeunes? Mais aussi la perspective de la retraite, ça a changé aussi. Hein. Là maintenant, la retraite, c'est plus que c'est... pour les jeunes d'aujourd'hui, la retraite, ça va être pas terrible. Hein. Quel est votre point de vue, dans le cadre de votre enquête, sur les pouvoirs et les moyens de la médecine du travail? On va vers une situation qui fait qu'il y a d'abord, il y a de moins en moins de médecins du travail, que de plus en plus, les médecins du travail vont être subordonnés aux directions d'entreprise, absolument. Voilà, donc il n'y aura plus d'indépendance. Je me disais, il n'y a pas que l'individualisation des employés, il y a aussi l'individualisation des dirigeants. Chacun veut laisser sa trace. Absolument, vous avez raison. Moi, j'ai un peu l'impression que c'est un peu comme les chiens qui marquent leur territoire. Tout à fait. Le nouveau patron veut laisser sa marque. Alors, on parle de réorganisation. Et on empile des réorganisations comme ça, les unes derrière les autres. C'est ce qui s'est passé à France Télécom, hein, exactement. On a l'impression qu'on tourne dans un cercle vicieux. Oui. Donc, comment voyez-vous l'avenir ou comment il faut sortir de ce cercle-là? Oui. J'ai rencontré des consultants qui me disent que chez les patrons éclairés, hein, il y en a quand même, on se rend compte qu'il faut réintroduire de la démocratie, qu'il faut faciliter les contre-pouvoirs, traditionnellement c'était les syndicats. Quelqu'un comme Yves Clos, il préconise d'instituer des conflits autour du travail, c'est-à-dire de créer des lieux, des espaces dans les entreprises où les gens viendraient parler de leur travail, viendraient parler des normes, des règles du travail, les remettre en question, les remettre en débat. Il préconise des nouvelles formes de confrontation, parce que confrontation, elle existe, je veux dire, les conflits, on n'a pas besoin d'invoquer les mannes de Marx pour savoir que le conflit entre capital et travail, il est là, il existe, hein, on ne va pas le nier. Donc, il y a un certain nombre de gens qui réfléchissent effectivement à des solutions de ce type. Ça veut dire démocratiser l'entreprise en créant des lieux où on puisse remettre en question le travail. Oui. Les actionnaires, c'est les fonds de pension. Oui, absolument. Et les fonds de pension, c'est pour les retraites des salariés. Oui, non, c'est vrai. Et la boucle est bouclée. Oui. Oui, non, mais bien sûr. Et l'issue, si Bien vous sûr. avez une idée... Enfin, il y a quand même des gens derrière. Hein. Tout ça n'est pas complètement anonyme. Les investisseurs institutionnels, bon, c'est les banques, les grandes banques, les assurances, etc. Peut-être que dans la fonction publique, c'est vrai qu'on est mieux protégé. Mais dans le privé, allez monter au créneau quand il y a 10 personnes qui attendent la place, vous avez la trouille de perdre votre emploi, parce que vous avez un crédit à payer pour la maison, que les gamins ne sont pas élevés, que ceci, que cela. C'est dur, hein. C'est dur. Dans ces cas-là, on courbe les chines et puis on attend que ça passe, hein, parce que... Puis on essaie de s'arranger, et on essaie de ce que j'appelle des stratégies de contournement. La difficulté n'est pas uniquement en haut, hein, elle est latérale également. Oui, hein. oui, oui. Parce que chacun lutte pour soi et on se marche dessus. Hein. Enfin, je veux dire, Oui. Tous les coups sont permis. Hein. C'est ce qu'est la concurrence Je veux dire, généralisée, donc, absolument. Oui, oui, bien sûr. Les gens qui réfléchissent là-dessus disent eux-mêmes que c'est pas... Enfin, il commence à y avoir une conscience selon laquelle tout ça n'est pas productif au fait. C'est ce qu'on appelle l'injonction paradoxale. Ça veut dire, on vous dit responsabilisez-vous, même au niveau des cadres, même des employés, je veux dire, soyez autonomes, responsabilisez-vous, travaillez en équipe, etc. Alors qu'en réalité, on ne vous donne pas de responsabilité, vous n'êtes pas autonome parce que vous avez des contraintes totales, etc. Donc c'est cette situation paradoxale qui
fait que les gens en souffrent, quoi. Et l'organisation, elle, se réfugie systématiquement derrière le prescrit. Ouais, Effectivement, ça bloque le système. Mais le jour, voilà, parce que le jour où il y a un Et ce qui problème... met d'ailleurs les opérateurs, les acteurs, dans des situations paradoxales. Si je suis la norme, je ne peux pas travailler. Si je ne la suis pas, je transgresse les règles. Donc on est parfaitement dans une injonction paradoxale. Et comment on arrive à ce cynisme, quelque part, d'un constat à la fois d'une souffrance et de méthodes absolument à la fois contradictoires, iniques et qui n'ont pas de sens. Et malgré tout, des décideurs et des managers de haut niveau qui continuent. Autrefois, vous avez des patrons éclairés, c'est vrai que ça existait quand même. Des patrons paternalistes dans le textile, dans le Nord, etc. Et ça existait quand même, c'est ce qu'on appelait les patrons humanistes. Monsieur a raison quand même, quand il dit qu'il y a une certaine impunité. C'est vrai qu'à force de se fréquenter dans des cercles de pouvoir entre grands patrons, politiques, etc., journalistes, ils perdent complètement le sens des réalités. Complètement. On le dit des politiques, mais c'est vrai aussi pour les grands patrons.